Bonjour à toutes et à tous, on reprend le travail sur l'esthétique de Lukács avec cette fois, donc après la préface que l'on avait rapidement étudiée la dernière fois, un vague balayage du chapitre 1 qui est un chapitre un peu monstrueux puisque en réalité Lukács dit beaucoup de choses, beaucoup de résumés de ce qu'il dira plus tard, donc ce qu'on va essayer tout de même c'est d'en rester un petit peu au cœur du chapitre. Le cœur du chapitre étant cette question du rapport premier à la réalité, qui est celui de l'humanité pour Lukács, et qu'il appelle la vie quotidienne, c'est-à-dire le monde humain en tant qu'il n'est pas partitionné par des sphères spécialisées, un monde humain dans lequel, pour le dire très grossièrement, les deux réalités qui vont structurer au départ ce monde de la vie quotidienne sont le travail et le langage. Donc la première idée de Lukács est de considérer que le monde de la vie quotidienne est un monde qui est marqué en premier lieu par la satisfaction immédiate des besoins humains. C'est-à-dire le premier rapport que l'on a à la réalité, et en cela l'humanité ne se distingue pas des autres animaux, est un rapport utilitaire au sens où la réalité est considérée comme ce avec quoi il faut lutter pour accéder à la satisfaction de nos besoins. Et par conséquent, nous dit Lukács, ça nous enferme, en tout cas ça nous installe, dans ce qu'il appelle une forme de rapport immédiat à la réalité. Rapport immédiat au sens où ne se sont pas encore intercalés entre la conscience et le monde des ensembles de médiations structurées, le langage, le travail, les institutions sociales, les œuvres d'art, la science, etc., qui permettent de prendre de la distance vis-à-vis de cette réalité et qui installent l'humain dans un rapport autre qu'immédiat à la réalité, puisque précisément il est structuré par les produits de sa propre pratique. Donc le point de départ, nous dit Lukács, qui est en réalité un point de départ un petit peu fictif, puisque historiquement on n'a pas d'exemple d'une humanité qui serait réduite à la pure animalité, c'est-à-dire à ce rapport purement immédiat à la réalité extérieure. Donc ce rapport immédiat à la réalité extérieure, Lukács va principalement le considérer sur un mode dialectique. Et c'est un peu la force du chapitre 1, et c'est ce qui fera que Lukács va opposer ce qu'il considère être la quotidienneté à la manière dont la pense par exemple Heidegger. C'est que cette quotidienneté pour Lukács, ce monde de l'immédiateté, en réalité, c'est un monde qui est notre vie quotidienne, même actuelle, en ce sens que, les médiations qui vont s'inventer au fur et à mesure de l'histoire humaine ont vocation, dit Lukács, à passer du côté de l'immédiat, c'est-à-dire à devenir simplement notre environnement extérieur auquel on ne réfléchit plus. Alors un exemple que prend Lukács pour clarifier ça et qui reprend à Weber sans le dire dans un premier temps, puis dans un deuxième temps il cite explicitement Weber, c'est l'exemple de toutes les médiations technologiques qui constituent notre environnement quotidien, qui constituait déjà l'environnement quotidien d'un contemporain de Weber, l'exemple type étant celui du tramway. Weber nous dit, en réalité, la plupart des individus, moi y compris, avons au tramway un rapport purement immédiat, au sens où on attend de lui la satisfaction d'un besoin, sans absolument chercher à comprendre comment il fonctionne, sans absolument chercher à comprendre comment il s'installe, comment est-ce qu'on l'a payé, comment est-ce que les infrastructures économiques ont permis le fait qu'il nous arrive, etc. etc. Donc Lukács nous dit, voilà, la vie quotidienne, c'est avant tout ce rapport à la réalité en tant que on y cherche simplement la satisfaction des besoins éphémères qui nous constituent comme êtres de besoin. Et par conséquent, c'est ce qu'il va reprocher à Heidegger, qui est un des grands penseurs de la quotidienneté, du on, etc. Lukács va dire que ce que Heidegger ne comprend pas dans cette dimension quotidienne, c'est en réalité la dialectique entre immédiateté et médiation. Heidegger, nous dit Lukács, considère que la vie quotidienne est un monde de la déchéance, un monde de la déréliction, un monde qui est marqué par une forme d'impersonnalité, d'oubli de l'authenticité, etc. Et penser en des termes purement négatifs pour Heidegger, parce que, nous dit Lukács, Heidegger oublie en réalité que, effectivement, il y a bien une dimension d'oubli au sens d'inconscience du quotidien et du rapport quotidien à la réalité, mais en réalité, ce rapport est produit par un travail en amont
Et par ailleurs, là, c'est la satisfaction également des besoins, et ça va être la grande thèse historique de Lukács, c'est ce rapport immédiat à la réalité qui porte en germe eh bien, l'ensemble des médiations qui vont constituer les différentes sphères de la pratique humaine. Et le paradigme qui est ici celui de Lukács, donc avant de le voir concrètement dans l'exemple du travail et l'exemple du langage, le paradigme que prend ici Lukács, l'exemple type, c'est un exemple qu'il reprend à Hegel, qui est celui de la charrue. Et l'idée que ce qui spécifie l'humanité en réalité, c'est l'utilisation d'outils. Et qu'est-ce qui fait d'un outil un outil à proprement parler, nous dit Lukács? Eh bien, reprenant Hegel, c'est qu'il survit à la tâche qui lui avait été dévolue. Et par conséquent, eh bien, une fois l'outil produit, on a affaire à une première forme de modification de l'environnement humain, au sens où cet outil survit à ce à quoi il servait et va désormais constituer un élément de l'environnement humain. Et donc on a une dynamique cumulative qui s'instaure à partir de là, où ce qui était au départ une pure médiation, c'est-à-dire un intermédiaire entre le besoin humain et sa satisfaction, va prendre une certaine consistance et dessiner petit à petit un environnement humain. Alors les deux exemples que prend Lukács, ce qu'il considère être les deux racines de cette pratique au départ quotidienne, mais qui petit à petit va produire, enfin qui reste quotidienne, mais qui va produire tout un tas de médiations, ce sont le travail d'un côté, et on le voit bien avec l'exemple de l'outil que j'ai pris, et le langage de l'autre. Et dans les deux cas, Lukács va nous dire qu'il y a une ambiguïté de ces réalités-là, qui vont ensuite, qui vont donner lieu à cette différenciation des sphères de la pratique humaine. Le travail, nous dit Lukács, ça suppose deux choses. Ça suppose un principe téléologique, c'est-à-dire on se donne un but et les moyens de l'obtenir. Mais donc, au départ, il y a la position par une conscience d'un objectif, c'est le principe téléologique. Et d'autre part, il y a la question des moyens qui vont permettre d'aboutir à cet objectif. Et pour envisager ces moyens de la manière la plus efficace possible, il faut être à même de considérer la réalité dans sa puissance contraignante, dans sa réalité. Il faut être capable, pour le dire rapidement, de considérer d'un regard lucide et objectif la réalité vis-à-vis de laquelle on se situe pour satisfaire nos besoins. Donc on a dans le travail, encore une fois, un double principe, cette espèce de figure de la conscience agissante, et d'autre part la nécessité de considérer le monde d'un pur point de vue objectivant, d'un pur point de vue lucide et, disons, matérialiste, pour le dire vite. Et donc, par conséquent, Lukács va nous dire, déjà, dans cette activité qu'est le travail, ce sera pareil avec le langage, on retrouve une racine, une double racine, disons, problématique, puisque ça va amener, selon l'inflexion que l'on donne à nos conceptions, à privilégier une approche de la réalité en termes d'analogie avec la conscience téléologique. En gros, on va se mettre à considérer la réalité comme si elle fonctionnait selon les mêmes principes que la conscience. En gros, ça va constituer le point de départ de la sphère religieuse pour Lukács. On va projeter la manière dont on fonctionne, c'est-à-dire se donner des buts, etc., dans le fonctionnement réel du monde indépendamment de l'humain. Donc racine d'une vision religieuse du monde, d'une vision que Lukács appellera petit à petit anthropomorphisante du monde, au sens où on projette, encore une fois, les modalités de fonctionnement de la conscience dans le fonctionnement objectif du monde. Et deuxième tendance, la tendance proprement matérialiste, nous dit Lukács, qui fait que le travail va aussi être un facteur de matérialisme, puisque le travail oblige l'être humain à considérer la réalité dans sa dimension contraignante, dans sa dimension matérialiste, dans sa dimension objective, dans sa dimension désanthropomorphisante pour Lukács, puisque c'est la condition de possibilité d'un travail efficace. Donc on a là la racine, en gros, nous dit Lukács, du développement de la religion d'une part, projection des modalités de fonctionnement de la conscience travailleuse dans le monde objectif, et deuxièmement, racine du matérialisme, prise en compte de la réalité en tant qu'elle a des fonctionnements propres dans lesquels il faut s'insérer pour pouvoir la maîtriser, ce qui donne fondamentalement l'impulsion à la science pour Lukács. Et donc, on a cette racine ambiguë qui fonctionne également, nous dit Lukács,
à partir de la deuxième grande sphère d'objectivation, à savoir le langage. Pourquoi? Eh bien parce que, nous dit Lukács, le langage est de la même manière quelque chose de tout à fait ambigu qui va donner lieu à des usages différents et qui va donner lieu à la possibilité de deux tendances opposées. Le langage, en réalité, c'est premièrement, nous dit Lukács, ce qui permet de passer outre le rapport immédiat au monde, puisque le langage, avec le langage, en réalité, ce qui va se donner peu à peu, nous dit Lukács, c'est le concept. C'est-à-dire la capacité à appréhender la réalité indépendamment des expériences ponctuelles qu'on en fait. Et donc ça va être un formidable réservoir d'objectivation au sens où ça va dessiner un monde intellectuel qui va être relativement indépendant de l'expérience ponctuelle que le sujet individuel fait de son univers. Et donc de ce point de vue-là, le langage est un premier pas vers l'abstraction, et Lukács ici va reprendre, là encore sans le citer, des thèmes qui étaient propres déjà à Cassirer et à certaines formes de néokantisme, en montrant que, eh bien, grâce au langage, on aboutit petit à petit au concept, c'est-à-dire que le terme se vide petit à petit ou prend de la distance avec l'expérience qui l'avait générée. Avec ce terme, on va eh bien, imaginer, enfin, ou commencer en tout cas à brandir des catégories logiques, on va structurer des phrases, etc. Et on a comme ça le récit par Lukács du développement du concept à la syntaxe, qui essaye donc de montrer à partir du maniement du langage et de sa dialectique propre, finalement la genèse des catégories logiques chez l'humain. Donc il y a cette première dimension-là. Et deuxièmement, le langage, c'est également, ça va être plus important pour la sphère esthétique, c'est la possibilité de partager des expériences. Le langage, c'est également la possibilité, nous dit Lukács, de finalement réunir avec un seul mot des expériences diverses, de produire finalement en un certain sens des expériences. Et donc on a un petit peu là deux possibilités ouvertes par le langage qui sont, comme dit Lukács, à la fois un gain en univocité, ça ce sera la voie que va poursuivre la science. Le langage permet d'objectiver la réalité puisque eh bien, il nous permet d'échapper à l'impression éphémère et à stabiliser eh bien, les expériences que l'on fait du monde pour pouvoir accéder à un certain degré d'universalité, appréhender un petit peu finalement les lois objectives du monde. Et d'autre part, le langage est aussi, donne aussi la possibilité d'un enrichissement de nos expériences, puisque avec, eh bien, avec cette espèce de séparation entre l'expérience immédiate et le mot, on devient capable finalement de vivre par procuration un certain nombre d'expériences que l'on n'aurait pas vécues en première personne, ce qui va pour Lukács là constituer eh bien, une ligne de développement qui permettra de mener à l'esthétique. Donc on a, comme pour le travail, finalement un double régime du langage qui est porteur à la fois d'une forme de subjectivation, d'un subjectivisme qui donnera lieu à la religion et à l'art avec cette espèce d'enrichissement de la sensation, et une voie matérialiste qui sera celle de la science avec le travail sur l'univocité du mot et la possibilité ouverte de passer au stade du concept, des lois et de la science. Donc on a ces deux médiations premières constitutives de l'humanité, travail et langage. Et ce que va maintenant faire Lukács dans un second temps de ce premier chapitre, c'est considérer sur cette base la première forme d'objectivation à ses yeux, en tout cas une forme qui va être extrêmement importante pour la suite, puisque c'est à partir de cela que vont se différencier la science et l'art, c'est la sphère religieuse. En gros, nous dit Lukács, en quoi consiste la sphère religieuse de ce point de vue-là, et notamment par rapport au travail. Lukács nous dit, dans le travail, l'humanité fait l'expérience à la fois de sa puissance et des limites de cette puissance.
Elle fait l'expérience de la puissance au sens où elle fait l'expérience de la capacité d'une conscience agissante à modifier le monde ou en tout cas à satisfaire ses besoins. Et elle fait en même temps l'expérience d'une forme de transcendance, puisque le monde est ce à quoi on se heurte, ce qui suppose un travail avec tout un tas de choses que, eh bien, on ne peut pas faire, ou que, si on prend un point de vue gnoséologique, que l'on ignore. Et nous dit Lukács, la spécificité de la religion, finalement, ça va être de jouer là-dessus. Alors, de jouer là-dessus comment? Lukács va reprendre l'idée d'immédiateté, en deçà même du travail, et va nous dire que finalement, la vie humaine, au quotidien, est principalement marquée par une forme de rapport au monde, qui est le rapport au monde que l'on baptise souvent du terme de croyance. Quand je prends le tramway, eh bien, il y a plein de choses que je ne sais pas, mais j'ai l'opinion, je crois qu'il va me mener à bon port, qu'il va fonctionner, etc. Bref, je suis assis dans un certain nombre de certitudes et de convictions que je ne peux pas vérifier, en tout cas que je ne souhaite pas vérifier, mais qui constituent voilà, le fond sur lequel ma vie quotidienne se déroule le plus normalement possible. Sans croyance, en réalité, je n'ai pas de rapport immédiat au monde. Sans croyance, je ne suis pas grand-chose. Et finalement, c'est une thèse philosophique assez ancienne. Le premier rapport que l'on a au monde qui nous entoure, voilà, c'est le fait qu'on compte sur un certain nombre de choses, on croit en un certain nombre de choses, ce qui nous permet de nous repérer tout simplement dans notre environnement. Et ce que fait la religion pour Lukács, c'est qu'elle va mêler cette croyance à une certaine forme d'expérience de la transcendance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, dans le monde de la quotidienneté, encore une fois, je crois un certain nombre de choses, au sens où eh bien, je me base sur ces choses-là parce que je ne les ai pas vérifiées, etc. Mais finalement, on est dans un monde de la croyance comme du potentiellement vérifiable, du potentiellement approfondissable. Et le paradigme religieux pour Lukács, et encore une fois ça va être relativement important puisque c'est ce à partir de quoi pour lui vont se distinguer la science et l'art, le paradigme religieux consiste en une forme d'absolutisation de cette croyance. Finalement, le paradigme religieux consiste en une absolutisation d'une certaine forme d'immédiateté, en ce sens que l'univers dans lequel j'évolue va être absolutisé, en ce sens que je vais croire en lui, mais absolument pas au sens d'une croyance pratique, mais au sens d'une croyance décorrélée de toute pratique, au sens d'une absolutisation gnoséologique de cet univers-là. Et donc ce qui va s'inventer par là, nous dit Lukács, ou plutôt ce qu'on va reprendre par là, c'est l'idée de transcendance, qui nous vient du travail, c'est-à-dire qui nous vient du fait qu'il y a des choses qui nous échappent, mais ces choses qui nous échappent vont être absolutisées à travers la figure analogique d'un Dieu. La religion, c'est le fait que l'humanité, face à son ignorance, va finalement absolutiser cette ignorance, absolutiser la croyance en faisant le seul rapport possible à un certain domaine de la réalité. Et ce domaine de la réalité, il va être pensé par analogie avec la pratique humaine elle-même, sous la figure de démons, puis du dieu du monothéisme. Donc pourquoi est-ce que c'est important ça? Eh bien parce que, nous dit Lukács, c'est la première fois finalement que l'humanité totalise son environnement non pas comme la science va le faire à travers la notion de loi, non pas comme l'art va le faire à travers la notion d'histoire humaine, on le verra beaucoup plus tard, mais va totaliser son environnement à travers l'idée d'une projection de la conscience, c'est-à-dire considérer que finalement le monde n'est rien d'autre que la création d'une super personne, le Dieu, pensé par analogie avec la croyance, pensé par analogie avec le travail. Et ce Dieu en lequel on croit va finalement constituer la première image du monde, encore une fois pour Lukács, avec une double caractéristique. C'est une image du monde qui, contrairement à la science, est anthropomorphisante, puisque son point de départ, c'est la projection de la manière dont fonctionne la conscience au travail dans une super conscience, anthropomorphisante, mais également transcendante, puisque cette conscience est projetée dans une réalité face à laquelle la seule relation possible est celle de la croyance.
Donc on a là une genèse, disons, relativement schématique du monde religieux, mais qui, encore une fois, est importante, puisqu'on le verra que, en réalité, l'art et la science vont constituer deux critiques de cette sphère de la religion, deux critiques de ce paradigme de la croyance. L'art va, commençons par la science. La science va opposer à la religion l'idée d'un monde doté d'une certaine transcendance, au sens où eh bien, il nous est en partie inconnu, mais que cet inconnu n'est que temporaire, et surtout d'un monde qui, contrairement à celui de la religion, va être un monde désanthropomorphisé, c'est-à-dire que l'image du monde qui va être offerte par la science va être un monde privé de Dieu, ça on le verra. Et l'art va reprendre à la religion cette vision anthropomorphiste du monde, c'est-à-dire va, comme la religion, essayer de penser et de figurer un monde qui est un monde habité par des consciences, mais en retirant à ces consciences la transcendance qu'elles avaient dans la religion, puisque Lukács va nous dire que eh bien, l'œuvre d'art, par définition, se définit par une certaine forme d'assomption de l'immanence. C'est-à-dire que, et il reprendra une phrase de Feuerbach, l'œuvre d'art ne demande pas à ce qu'on croit en autre chose qu'elle-même. L'œuvre d'art ne demande qu'à être crue en tant que production humaine. L'œuvre d'art figure un monde humain, mais finalement, ce en quoi on croit en l'œuvre d'art, c'est en l'humanité produisant ses propres œuvres, et non pas du tout en un Dieu transcendant. Donc voilà pour le point de départ de la thèse de Lukács. Donc premièrement, la réalité immédiate, qui, encore une fois, nous installe dans un monde de la croyance. Absolutisation de la croyance par la religion, qui fait de nos croyances quelque chose d'absolu et qui, en outre, ajoute cette analogie et cette projection de l'image de la conscience dans un Dieu. Et à partir de là, eh bien, différenciation progressive vis-à-vis de ce monde de la croyance, une désanthropomorphisation du monde par la science et une immanentisation du monde par l'art. Le monde de la science sera un monde sans homme, enfin sans Dieu, mais également sans homme, et ouvert à la connaissance humaine. Le monde de l'art sera un monde avec des hommes, mais sans Dieu, qui, finalement, encore une fois, va effectivement raconter les aventures d'une certaine conscience, mais cette conscience, ce sera la conscience collective de l'humanité, et non pas une conscience transcendante en laquelle il nous sera demandé de croire. Donc prochaine fois, on étudie le deuxième chapitre de l'ouvrage qui va définir à gros traits la manière dont la science se construit par opposition à ce monde de la croyance, la manière dont la science finalement va peu à peu chasser les divinités de la représentation du monde, notamment dans deux périodes, la Grèce antique premièrement et la Renaissance deuxièmement.